voilà, donc c'est le dernier chapitre. Je vous donne l'essentiel de ce chapitre. D'accord? L'essentiel de ce chapitre. Le chapitre est réservé pour la présentation du protocole IPv6, c'est-à-dire le protocole d'adressage IP version 6. Là, je vous donne uniquement l'essentiel. On ne va pas rentrer dans le détail. D'accord? Je vous donne l'essentiel dans maximum 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes maximum, je ne sais pas. Mais l'essentiel, je vous donne l'essentiel. Après, vous pouvez, si vous êtes intéressé, après, donc vous pouvez, c'est-à-dire documenter sur le IPv6 et avoir, c'est-à-dire d'autres informations sur le IPv6. D'accord? Mais aujourd'hui, je vous donne uniquement l'essentiel. Voilà. L'essentiel, pourquoi le IPv6, la différence entre le IPv6 et IPv4, comment représenter une adresse IPv6, peut-être les différents types de IPv6, etc. Voilà. Donc, pourquoi le IPv6? Regardez. Donc, vous savez tous que actuellement, on ne peut pas utiliser le IPv4 pour adresser tous les équipements réseau, surtout donc avec l'utilisation à grande échelle de l'Internet et surtout avec les Internet des objets. D'accord? Donc, tous les objets, tous les équipements peuvent se connecter à Internet et doivent avoir une adresse IP. Donc, la version 4 qu'on utilise actuellement ne répond pas à ce besoin. Et on ne peut pas, donc, c'est-à-dire identifier ces équipements en utilisant l'adressage IPv4. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé le IPv6. Pas uniquement, c'est-à-dire pour répondre uniquement à ce besoin, mais il y a un autre besoin, c'est la sécurité aussi. Donc, parce qu'au début, quand on a proposé le IPv4, on n'a pas pris en considération la sécurité. Et quand on a lancé le IPv4, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs problèmes de sécurité. Donc, on a essayé de trouver des solutions intermédiaires. C'est pour ça, toujours actuellement, il y a le problème de sécurité. En IPv6, quand on a proposé et conseillé le IPv6, on a pris en considération la partie, si vous voulez, sécurité au début, au démarrage, à la phase conception de IPv6. D'accord? Donc, le besoin, c'est la scalabilité et la grande échelle de l'utilisation de l'adressage IP et aussi le besoin de sécurité. Actuellement, donc pour se connecter à Internet, il faut utiliser une adresse IP publique qui est routée au réseau Internet et faire le NAT. D'accord? Utiliser le NAT pour cacher l'adressage local et utiliser l'adresse voilà, de NAT. Voilà. Bon, il y a un avantage et un inconvénient, mais l'essentiel, le NAT, bien sûr, consomme plusieurs ressources, les équipements réseau. En plus, on ne peut pas identifier l'adresse IP source. Voilà. Est-ce qu'il y a Donc, voilà le besoin. Pourquoi le IPv6, comme je vous ai expliqué. Donc, c'est la croissance d'Internet, l'utilisation des Internet des objets et la limitation de l'espace de IPv4. Voilà. Donc, avant d'utiliser Internet, ou bien avant d'aborder le IPv6, donc, il y a ce qu'on appelle le, en IPv4, on utilise le Classless Internet Domain Routing, c'est un routage entre les domaines, hein, le CDR. Le CDR. D'accord? Qui a été utilisé au début de 1990, donc en utilisant c'est-à-dire de
diviser le réseau en deux, c'est le préfixe et la longueur. Voilà, c'est pour abandonner l'adressage par classe. Ceci permet bien sûr c'est-à-dire d'utiliser les classes A et B et minimiser bien sûr c'est-à-dire le routage, surtout le routage statique, au lieu de router, par exemple ici, au lieu de router le réseau 192.1.0/24 et le réseau 192.0.0/24, on peut facilement router un seul réseau qui regroupe les deux, qui est le réseau 92.0.0/23. D'accord? /23, parce que /24, les deux /24 sont regroupés ici. Voilà. Sont regroupés au niveau de cette représentation et 23. Voilà ce qu'on appelle donc classless Internet Domain. Le même logique pour le IPv6. Ça a l'air juste pour, malgré que le IPv6 on va après, c'est-à-dire propose un grand nombre, presque illimité des adresses IP, et utiliser cette technique, c'est pour bien sûr faciliter le routage. On peut utiliser, bon, pour le IPv4, on a utilisé le NAT. Bon, pour le IPv6, on peut ne pas dire non, mais on peut quand même l'utiliser, on verra. Voilà, cela permet bien sûr de gagner du temps pour définir et déployer une nouvelle version de IPv6. Voilà. On verra après, c'est comme c'est NAT une adresse IPv6 en IPv4. NAT IPv4. Pourquoi? C'est pour les choses d'accès Internet qui ont migré vers l'IP6, certains pays le lisent, mais c'est-à-dire on a une période de cohabitation. C'est-à-dire on doit utiliser le IPv6 et en même temps le IPv4. On ne peut pas, c'est-à-dire à l'instant T, supprimer tout le IPv4 et utiliser uniquement le IPv6. C'est pour ça qu'il y a la notion de NAT, c'est-à-dire on peut utiliser en local le IPv6. Quand on sort à l'Internet, on peut NATer le IP V6 en IPv4, ou bien l'inverse. L'essentiel, le NAT, il existe toujours. Il existe toujours, mais peut-être pour une période. Pour une période de cohabitation. D'accord? Parce qu'on utilise les deux. Mais il viendra le jour où on a utilisé tout le monde, tous les pays vont être migrés vers le IPv6. Principe de IPv6, donc le IPv6 est le successeur de IPv4, c'est normal, a été lancé en 1996. Le IPv6 est codé sur 28 bits au lieu de 32 bits comme le IPv4, sur 128 bits, d'accord? Voilà, donc quand même un espace vraiment très grand. Le développement des PV6 a également inclus d'autres améliorations comme simplifier l'entête IP, pas de fragmentation, ajouter, prendre en considération la qualité de service et la sécurité. Et peut-être on peut utiliser ce qu'on appelle donc, l'assignation automatique de la partie machine. Voilà. Parce qu'on peut réserver dans le IPv6 une partie pour désigner la machine. Donc, cette partie, on peut l'assigner automatique. Même quand on saisit une adresse IPv6 d'une manière statique, ou bien même à travers un DHCP, la partie, il y a une partie qui sera assignée automatiquement, qui représente la partie machine. L'adresse IPv6 est codée, comme je vous ai dit, sur 128 bits, c'est-à-dire 16 octets.
128 sur 8, divisé sur 8, c'est 16. Donc, 128 bits égale 16 octets. 16 octets, c'est-à-dire, regardez, on peut même combien d'adresses IP on peut déployer en millimètres carrés de la surface. Regardez, combien 1, 2, 3, 6 milliards et quelques. 6 milliards et 6 millions 71 017 adresses qu'on peut utiliser dans une surface de 1 millimètre carré. Quand vous utilisez l'adressage IPv6, voilà, codé sur 128 bits. En pratique, en réalité, on peut déployer 1500 adresses IPv6 voilà, sur une surface de 1500 objets. Voilà. Enfin, si on parle des objets IoT, on peut, c'est vrai, déployer un nombre élevé, mais on ne pourra jamais peut-être arriver à ce nombre dans un mètre carré. La coexistence, comme je vous ai dit, entre IPv6, IPv4 et IPv6. IPv4 et IPv6 peuvent bien sûr coexister en parallèle, voilà, pour plusieurs années. Voilà. C'est pour ça, donc, les UTF, donc l'institut qui est concerné par la standardisation des protocoles, donc, c'est-à-dire penser, développer, créer les outils, les protocoles nécessaires, voilà, pour aider les administrateurs réseau à migrer vers le réseau IPv6 tout en gardant le IPv4. Les techniques de migration peuvent être classées, comme vous voyez, en 3 catégories. Double pile, c'est-à-dire exécuter, ou bien les périphériques double pile exécutent les piles protocolaires IPv4 et IPv6 en même temps. Tunneling, c'est une autre méthode qui permet d'utiliser les deux. Cette méthode consiste à transporter un paquet IPv6 sur un réseau IPv4. Le paquet IPv6, bien sûr, est encapsulé dans un paquet IPv4. Voilà, ce qu'on appelle le tunneling. Traduction via le NAT, voilà, c'est-à-dire ça permet aux appareils ou bien aux équipements compatibles à IPv6 de communiquer avec les appareils qui utilisent les IPv4. D'accord? Voilà donc les techniques utilisées qui permet c'est-à-dire de gérer la phase de cohabitation via la coexistence des deux versions, IPv4 et IPv6. D'accord? Donc, vous avez les trois techniques. Voilà, vous pouvez utiliser l'une de ces les trois en même temps, quand vous voulez, selon la situation. Voilà. Mais de toute façon, heureusement qu'il y a ces techniques. Parce que, comme je vous ai dit, on ne peut pas migrer vers le IP du IPv4 vers le IPv6 à un instant donné. Donc, sûrement, il y a une migration progressive, voilà, progressive pendant plusieurs années. Voilà, donc ce schéma montre le format de IPv6. Voilà. Il y a, quand vous voyez, donc c'est l'entête IPv6. D'accord? C'est l'adresse IP source, l'adresse IP de destination codée sur 128 bits. Voilà. Il y a d'autres champs. Voilà. Le champ de la version, le trafic classe, c'est-à-dire si vous utilisez
qualité de service, il faut bien sûr classer le trafic dans quelle classe de qualité de service. Parce que dans la qualité de service, il y a plusieurs classes. Pardon. D'accord, donc il y a le champ la version, le champ trafic classe pour la qualité de service, le label pour l'étiquetage un ensemble de flows, payload, length, c'est la taille, bien c'est data, ok, c'est la donnée, next header, hold limit, voilà, c'est des informations liées à l'entête EP. Voilà, vous trouverez quelques informations liées à chaque champ. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse beaucoup, et on va terminer cette présentation par le format de l'adressage IPv6. D'accord? C'est ce qui nous intéresse, ce qui est important après cette petite introduction. Donc, le IPv6 est codé, comme je vous ai dit, sur 28 bits. Mais comment écrire cette adresse IP? Généralement, l'adresse IP est écrite en... Une adresse IP est écrite en IPv6 est écrite en hexadécimal. D'accord? En hexadécimal, donc l'adresse IPv6, donc quand on dit hexadécimal, donc on peut utiliser les chiffres, les lettres, minuscules, majuscules, voilà, mais le format généralement utilisé pour adresser une adresse IPv6 et ce format, regardez, CDX, voilà, séparé par 2 points, bien sûr, 2 points superposés. Voilà, combien de x? C'est 8x, d'accord? Quand on dit 8x, c'est-à-dire chaque x représente 16 bits, d'accord? 2 octets. Chaque x représente 16 bits parce qu'on va représenter le IPv6 en hexadécimal. D'accord? En hexadécimal sur 16 bits. D'accord? Donc, x de point, ainsi de suite. Donc, 8x. Voilà. Généralement, le x est codé sur 4 valeurs hexadécimales. C'est clair. La valeur est soit des chiffres, des lettres, soit des lettres et des chiffres. D'accord? Alors, je continue. Donc, pour les adressages, pour les adresses IPv6, voilà. Généralement, on utilise le terme, regardez, extec, donc qui est le terme c'est-à-dire le terme, si vous voulez, qui représente le X, d'accord? Le 16 bits, d'accord? Voilà, donc le IPv6 contient, oui, extec. D'accord? Pardon. Alors, regardez un exemple d'adressage IPv6. Regardez, voilà, c'est combien de X? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez l'adresse IPv6, comment représenter l'adresse IPv6 en hexadécimal. D'accord? En hexadécimal, c'est 8X séparé par 2 points, d'accord? 8X codé en hexadécimal. D'accord? Voilà, on verra après quelques règles qu'on peut appliquer sur une adresse IPv6 pour faire, c'est-à-dire pour, comment dirais-je, pour simplifier la représentation de IPv6. Voilà, la première règle pour simplifier la représentation de IPv6 est de omettre le 0 du début. D'accord?
il faut garder pour chaque x, vous pouvez enlever les zéros du début, pas les zéros, c'est-à-dire qui se trouvent à la fin de chaque x, de chaque x stack. Non, il faut uniquement enlever les zéros qui viennent au début de chaque x stack, ou bien chaque x. D'accord? Regardez, si vous avez un x comme ça, 0, 1 AB, vous pouvez représenter ce x stack comme 1 AB. Si vous avez 0, 9, F0, vous pouvez le représenter comme 9F0. Regardez, on a gardé le 0 de la fin. La même chose, si vous avez un x stack 0A00, peut être représenté comme A00. Toujours, on garde les zéros de la partie droite. Voilà, droite, pardon. Donc, regardez, les double 0 AB est équivalent à AB directement. On a enlevé les voilà. Donc, comme remarque, il faut toujours garder les zéros de fin et enlever les zéros de début uniquement. Regardez un exemple. Regardez l'adresse IP au début. Voilà. Codée sur 8 Xtech. Voilà. Après la simplification, qu'est-ce qu'on va? Le premier Xtech, on va le garder tel qu'il est, 2001. Le deuxième, on va enlever le 0 de début. On garde uniquement les deux lettres et le 8. Trois positions. Après, les 4 zéros, on peut les représenter par un seul 0. Les 1, on va les garder tels quels. Voilà. Ce Xtech, les 4 zéros par un seul 0. La même chose pour ce Xtech, la même chose pour ce Xtech. Le dernier, on va enlever le 0 et garder les trois positions. Donc, au lieu de 0, 2, 0, 0, on garde uniquement 2, 0, 0. Regardez quand même, on a pu simplifier donc, la représentation d'ADACP grâce à l'application de cette première règle. D'accord? Il y a une deuxième règle. Qui est la règle suivante. Voilà, qui est la règle suivante, qui est l'utilisation du double, regardez, double deux points. Double deux points. Regardez les doubles deux points. Voilà. D'accord? Les doubles deux points. Et permet d'éliminer tous les zéros et les remplacer par les doubles deux points. D'accord? Double deux points. S'il y a plusieurs Xtech qui sont codés 000, voilà, donc on peut les regrouper, voilà, par exemple, comme on verra un exemple de toute façon, mais je vais revenir en arrière. Regardez les trois Xtech représentés par des zéros. La première règle permet de minimiser le nombre de zéros, voilà, 3 zéros au lieu de 9, 12 zéros. Mais au lieu de mettre les zéros ici, on peut regrouper tous ces zéros par double de points. Double de points, on verra, regardez. Regardez, après avoir simplifié l'exemple du slide précédent, on a trouvé par exemple cette représentation. Hein? 2001, DB8, CAFE 1, 0, 0, 0, 1. Et 3 zéros à dos au début, normalement, chaque 0 égale 4 zéros. On a appliqué la première règle qui permet de représenter des 4 zéros par un seul 0. Après, on va appliquer cette deuxième règle qui permet comment dirais-je, de remplacer les 3 zéros par double de points. Regardez. Et à la fin, on se retrouve
avec cette adresse IPv6 qui est une adresse IP simple. Voilà. Simple à écrire, simple à présenter. D'accord? Donc, regardez la remarque. Le double point ne peut être utilisé qu'une seule fois dans une adresse IPv6, bien sûr. Sinon, il y aurait plusieurs adressages possibles. Donc, faites très attention. Le double point, il faut utiliser une seule fois dans une adresse IP. D'accord. Très bien. Regardez cette représentation. Donc, ces zéros ici, on a bien sûr remplacé les 4 zéros par un seul zéro. Après, le quatrième Xtag, on le garde tel qu'il est. Après les 4, ou bien les 3 Xtag qui sont des zéros, on va les regrouper par les doubles de points. Et le dernier Xtag, on va enlever uniquement le zéro. Donc, regardez là la représentation finale de cette adresse IPv6. D'accord. Donc, l'encore du préfixe IPv6. D'accord, 628. Voilà. Donc, pour les réseaux locaux, les IPv6, la longueur utilisée généralement, c'est 64 bits. D'accord? C'est /64, pardon. Voilà. Les réseaux locaux, hein. Regardez, parce que un représente le préfixe, l'autre l'identificateur de l'interface. Donc, généralement, c'est /24 parce que le premier, c'est préfixe. Voilà. Ces préfixes représentent le réseau. Donc, on peut uniquement modifier cette partie pour représenter tous les machines du réseau local. Voilà. Regardez, peut-être il y a ce slide et après un slide, il reste un slide et on va terminer. Voilà, parce que comme je vous ai dit au début, je ne vais pas vous donner toutes les informations liées à IPv6, juste une petite introduction, voilà, sur le IPv6. Après, il y a quelques informations dans cette présentation qu'on ne va pas donc expliquer. Donc, je vais vous envoyer la présentation complète, voilà, mais voilà, je base uniquement sur quelques slides, voilà, et je ne vais pas bien sûr expliquer tous les slides, d'accord? Donc, il existe trois catégories d'adresseurs IPv6, le monodiffusion, le multidiffusion et le broadcast ou bien unicast. Hein. D'accord? Donc, le monodiffusion donc, identifie de manière unique une interface sur un équipement IPv6. D'accord? Monodiffusion, c'est-à-dire l'adresse IP qui permet d'identifier une interface unique. Multidiffusion, une adresse multidiffusion, donc est utilisée pour envoyer un seul paquet IPv6 à plusieurs destinations. D'accord? Donc c'est une adresse multicast à un groupe des utilisateurs ou bien de destination. Unicast, il s'agit bien sûr de tout l'adressage unicast IPv6 qui peut être attribué à plusieurs appareils. Donc, un paquet envoyé à une adresse unicast et bien sûr sera envoyé vers le périphérique le plus proche ayant cette adresse IP. D'accord? Contrairement, donc regardez la remarque, contrairement à IPv4, IPv6 n'a pas bien sûr d'adresse de diffusion. Voilà.
Cependant, il existe une adresse de multidiffusion destinée à tous les nœuds IPv6 qui offrent bien sûr globalement les mêmes résultats. Parce que la diffusion dans IPv6, c'est-à-dire on va diffuser une adresse à tout le monde entier. Donc c'est pour ça, donc il y a uniquement le, 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 le- le multicast qui est désigné donc un réseau, un ensemble de réseaux, etc. Voilà, pour faire une diffusion. Voilà le dernier slide. Après, on passe directement au dernier slide. Regardez, il y a combien de types d'adresses IPv6 unicast. Entendez, unicast, c'est-à-dire l'interface. Donc, soit vous utilisez l'adresse de monodiffusion globale, c'est une adresse IP similaire à IPv4 public, c'est-à-dire c'est une adresse IP routable, routie publique dans l'Internet. Voilà. C'est-à-dire que quand vous faites une adresse monodiffusion, c'est-à-dire cette adresse IP est routée à l'Internet. Il y a l'adresse, deuxième type, adresse de link local. Voilà, c'est une adresse utilisée pour communiquer avec d'autres équipements sur la même liaison locale. D'accord? Link local, c'est une adresse IP, c'est-à-dire peer-to-peer, sur le même link. D'accord? Elle a bien sûr une portée locale au niveau de lien uniquement. Le dernier type, c'est l'adresse locale unique. Voilà, unique. Voilà, et unique local address. Voilà, ces adresses, bien sûr, ne sont pas routables. Elles existent uniquement à l'intérieur d'une zone limitée ou d'un site. Donc, on peut les utiliser au niveau d'un réseau local. Voilà les trois types qu'on peut utiliser. Après, je passe directement bon, c'est des explications. Voilà, je ne veux pas rentrer dans ce détail. Je passe directement et, à la configuration. Regardez. OK. Au niveau machine, machine globale, OK. Au niveau de machine, donc quand vous faites IP configurer IPv6, vous faites IP config, voilà, vous aurez voilà, ces informations. L'adresse IP, le link local et le default gateway. Voilà, d'accord? L'adresse IP, voilà. Après le link local, c'est l'adresse du réseau. Et après le default gateway, d'accord? Bien, la default gateway, c'est. Après, pour le routeur, la même chose. Regardez comment configurer. Si vous utilisez IPv6 address, IPv6, voilà. C'est le IPv6 address plus le préfixe ou bien la longueur. Regardez. Donc, vous rentrez dans l'interface. Vous utilisez la commande IPv6 address. Vous introduisez bien sûr l'adresse IP et le slash. Slash, c'est-à-dire le préfixe. Voilà. Hein? Regardez sur la machine, bien sûr, vous pouvez spécifier l'adresse IP, le length ou bien le suffixe, c'est-à-dire le slash, combien de bits, et la default passerelle. Regardez, voilà, sur la machine. Vous pouvez aussi, sur un routeur, vous configurer un link local, d'accord? Un link local, qu'est-ce qu'on dit? Donc, c'est une adresse IP configurée sur un lien. Donc, la portée de communication de cette adresse est uniquement limitée à ce lien. Vous pouvez configurer voilà, sur une interface d'un routeur. Voilà. Si vous voulez utiliser une adresse IP comme cette adresse, limitée uniquement à ce lien, comme si les adresses IP/30
IPv4/1 pour la configuration des interfaces WAN. Donc, vous utilisez IPv6 adresse IP et vous utilisez le mot link local. D'accord? Link local. Voilà, donc c'est bon, c'est largement suffisant pour vous, pour le IPv6. Bien sûr, si vous avez des questions sur ce qu'on a présenté, vous pouvez les poser. Donc, les questions sont les bienvenues. Alors, si vous n'avez pas de questions, je n'ai pas compris les NAT. Bon, je ne sais pas, donc, est-ce que vous avez déjà utilisé le NAT en IPv4 Mirali? Non. Donc, le NAT, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, d'abord, est-ce que vous avez un problème avec le NAT en général ou bien ce qu'on a expliqué pour le NAT de IPv6? Bien, le NAT est d'une manière générale, parce que presque c'est la même chose. Le IPv6. Donc, vous avez une idée sur le IPv4? Le NAT de IPv4? Juste pour, c'est-à-dire, pas vraiment, non. Voilà. Donc, le NAT, qu'est-ce que ça veut dire? Le NAT, pour vous expliquer, d'abord, je commence par le NAT de IPv4. Le IPv4, comme vous savez, il y a des adresses IP publiques, il y a des adresses IP privées. Les adresses IP qu'on utilise actuellement, voilà, faites très attention entre les publics et les privés. Parfois, donc, on s'en trompe, voilà, parce que les adresses IP publiques sont des adresses IP publiées à l'Internet. En réalité, ces adresses IPv4 sont des adresses IP réservées pour chaque pays. Il y a une plage. Hein, chaque pays a un ensemble, un nombre d'adresses IP, un nombre d'adresses IP réservées. D'accord? Donc, ces adresses IP ont été distribuées par, bien sûr, un organisme, voilà, pour chaque pays, et chaque pays doit acheter ces adresses IP. Par exemple, dans notre cas, il y a l'organisme public, c'est le CIRIST, qui est celui qui gère les adresses IP publiques de l'Algérie. C'est-à-dire, si moi, en tant qu'entreprise, je veux utiliser une adresse IP privée, bien sûr, je dois contacter le CIRIST pour acheter une adresse, deux adresses selon le besoin. D'accord? Après, quelle est l'utilité de ces adresses? Ces adresses sont routées dans l'Internet directement. Ces adresses sont routées dans l'Internet. C'est-à-dire, si j'ai un routeur et je connecte le routeur vers l'Algérie Télécom, bien sûr, pour avoir l'Internet, et j'utilise comme adresse IP euh, de l'interface qui a été utilisée pour connecter mon routeur avec l'Algérie Télécom, avec l'extérieur, bien sûr. Voilà, je dois configurer au niveau de cette interface une adresse IP privée, une adresse IP, bien sûr, publique, pardon, routée dans l'Internet. D'accord? Et après, ces adresses IP sont routées. Donc, à l'intérieur de mon entreprise, à l'intérieur de mon université, je peux utiliser des adresses IP privées, comme la 182, 168, etc., la 172, etc., la plage A, B, quelques plages, bien sûr, la 10, 10, 10, etc. Je peux l'utiliser. Ces adresses IP sont réutilisées ailleurs. D'accord? Tout le monde utilise ces adresses IP. Donc, si on route ces adresses IP à l'Internet, dans le réseau Internet, pardon, moi je route la 192. Mais sûrement, il y a d'autres organismes, d'autres personnes qui utilisent le même réseau. Si les autres organismes et les autres personnes font la même chose et router ce réseau dans l'Internet, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un conflit d'adressage. Parce que moi, j'utilise 192, 168, 1, 0/24.
ce réseau est réutilisé partant, dans le monde. Donc, si on route le réseau, il y aura un conflit d'adressage. Conflit d'adressage, c'est-à-dire, voilà, on ne peut pas se connecter à Internet. Voilà. D'accord? Donc, maintenant, comment router? Parce que on ne peut pas utiliser chaque machine a une adresse IP unique dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a le IPv6. D'accord? C'est pour ça qu'on a créé et développé le IPv6. Donc le IPv6, je peux router ma machine directement dans l'Internet. Il n'y aura pas un conflit. D'accord? Parce qu'il y a suffisamment de nombre d'adressages. Il a été conçu de telle sorte à identifier la machine. Donc, c'est bon, il n'y a pas de souci. Par contre, le IPv4, non. Il y a les adresses, par exemple, dans la salle 126, on va configurer un réseau 192 ou bien 10.10.10. Voilà, on va le router dans l'Internet. On voudrait se connecter à Internet. Est-ce qu'on va router le réseau? Non. Si on route le réseau, d'abord, on n'aura pas la connexion Internet. Et si tout le monde route le réseau comme nous, là, il y aura un conflit d'adressage. Voilà, et après, quand j'envoie le paquet et j'utilise l'adresse IP sur 192.168.1.1, cette adresse IP, elle est utilisée. Et c'est-à-dire, je reçois la réponse, donc au niveau de routage, je ne peux pas identifier la source. Et je ne peux pas envoyer ce paquet à la bonne source. Voilà. C'est pour ça qu'il y a le NAT. Le NAT, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous ai dit au début, donc on utilise une adresse IP publique. On a acheté une adresse IP publique. On va le configurer dans une interface. Et à la sortie vers l'Algérie Télécom, vers l'Internet, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de sortir avec l'adresse IP source, qui est la 192, 168, ou la 10.10.10, ou la n'importe quelle adresse IP privée, on va sortir avec notre propre adresse IP publique, qui est par exemple la 193, la 194, 97, quelque chose. Voilà. C'est une adresse IP publique. Voilà, très bien. Sont limitées, bien sûr. Sont limitées, même les adresses IP publiques sont limitées, et l'adresse IP d'une manière générale dans le IPv6 est limitée. Donc, les adresses IP publiques sont limitées, bien sûr, et chaque pays a une plage, un ensemble d'adressages IP. Donc, je peux te donner l'adresse IP pendant une période, et après, je peux récupérer mon adresse IP. C'est l'organisme de CIRIS, par exemple, qui fait ce contrôle. D'accord? Et bien sûr, les États-Unis ont la partie, bien sûr, importante de ces adresses IP. Parce que c'est eux qui ont lancé le IPv4. D'accord? Ils ont réservé la plage la plus importante pour eux et pour les autres. Voilà, le reste du monde, c'est des plages. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on fait une investigation sur Internet, on peut dire que celui qui a fait cette attaque, celui qui a envoyé cette vidéo, appartient c'est-à-dire à l'Algérie, au Maroc, en France. Voilà, parce qu'on peut facilement euh, voilà, trouver l'adresse IP de NAT étant d'origine et on peut bien sûr identifier le pays qui a été utilisé pour lancer et pour la diffuser donc la vidéo. Exemple. Voilà. D'accord? Voilà. Donc c'est limité. Voilà le NAT. Le NAT, c'est-à-dire convert, on va convertir l'adresse IP source, qui est le réseau 192.168 ou bien 10.10.10, à une adresse IP publique. Voilà. Tout le trafic qui va sortir avec une seule adresse IP. Voilà. Et après, il y a bien sûr le mécanisme inverse quand on reçoit donc le NAT. Il y a plusieurs techniques, bien sûr. Il y a il y a le NAT dynamique, le NAT statique. Donc, il nous faut un cours pour c'est-à-dire vous expliquer le NAT. D'accord? Ou bien plusieurs séances pour vous expliquer le NAT. D'accord?